textes sont formidables, parce que déjà, il y a des très grandes signatures. Il faut voir qu'il y a des gens comme Boris Vian, Ionesco, Bertrand Tavernier, des surréalistes comme Domandiar, Félix Labisse, Roland Topor, Philippe Druillet fait ses premières planches là-dedans, etc. Il y a des signatures prestigieuses. Mais ce qui est fascinant quand on relit Midi Minuit Fantastique, c'est qu'au-delà de la somme d'érudition, au-delà de l'extrême qualité, de la grande qualité littéraire de ces textes, c'est qu'on a le sentiment de lire quelque part un journal intime cinéphile au diapason des aventures vues à l'écran. Ce que je veux dire par là, c'est que la rencontre avec les maîtres de la subversion fantastique, quelque part, quand ils vont à Londres, enfin rencontrer Terence Fisher, ou en Italie, enfin rencontrer Barbara Steele, etc., quelque part, ça vaut bien les affronts à l'ordre moral du comte Dracula, du baron Frankenstein, etc. Bien sûr, et même au-delà de ça, si on regarde la trajectoire des uns et des autres, il y a quelque chose de cet ordre-là. Si on prend Jean-Claude Romer, qui était donc le co-rédacteur en chef et qui était le filmographe absolu, non seulement de la revue, mais de l'époque, pour toute revue cinéphile confondue, eh bien lui, c'est quelque part quelqu'un qui a fini par devenir une espèce d'homme-livre à la Fahrenheit 451, quelqu'un qui aurait englobé toute la cinématographie du monde. Voilà, c'est Monsieur Cinéma. Par la suite, c'est lui qui rédigeait les questions de Pierre Tchernia à l'émission. Voilà. Le vrai Monsieur Cinéma, en réalité, c'est lui. Voilà. Si on prend Alain Lebris, l'un des autres co-rédacteurs en chef, lui, quelque part, son passage de l'autre côté du miroir fantastique, c'est les paradis artificiels. C'est quelqu'un qui a expérimenté le LSD, le hashish, etc., 6 mois en avance sur les Rolling Stones. Voilà, c'est dire encore une fois à quel point ils étaient en avance sur leur temps. Voilà, il a écrit certains textes sous substances hallucinogènes. Voilà. Est-ce que ce magazine a une renommée au-delà de nos frontières? Oui, bien sûr. Aux États-Unis, dans les milieux cinéphiles, on se débrouille pour se procurer des numéros de Midi Minuit et on le lit avec un dictionnaire franco-anglais. Oh la vache. Voilà, donc c'est une revue cultissime dans le monde entier et même mythique. D'accord. Pour continuer sur les personnages qui animent cette revue, si on prend Jean Boulet, qui lui était vraiment une espèce de personnalité hors norme, l'un des premiers cinéphiles fantastiques en France, le père de la contre-culture, un homosexuel revendiqué dès les années 40, habillé de cuir noir, comme Vince Taylor, mais 15 ans avant le rock'n'roll, qui a été pionnier dans le domaine de la culture BD, de la culture SM, de l'homo-érotisme, du fantastique, du rock'n'roll, enfin de tout ce qui va être la contre-culture, quelque part, ça passe par lui 15 ans avant. Voilà. Donc lui, c'est un des pères fondateurs de la revue, en tout cas c'est le parrain de la revue. Lui, son passage de l'autre côté du miroir, c'est carrément un passage physique. Il s'est tellement identifié au monstre de la Universal qu'il adorait, qu'il a fini par se faire refaire le visage à plusieurs reprises. D'abord pour ressembler à ses dessins, il se fait refaire le nez. À la fin des années 60, il finit littéralement par ressembler à une espèce de mix, d'hybride entre Andy Warhol et Brian Jones, une espèce d'hybride digne des créatures les plus folles du Docteur Moreau. Voilà, un film qu'il adulait. Et Michel Caen, lui, c'est celui qui aurait poussé le plus loin la quête surréaliste de l'amour fou. Parce qu'au terme de son parcours midi-minuit, il y a eu la femme fantasmée, il y a eu Barbara Steele qui finit par rencontrer, c'est pour elle qu'il a créé la revue, dans l'espoir un jour de la rencontrer. Voilà. Et ils finissent non seulement par se rencontrer, mais se côtoyer. Ils restent ensemble combien de temps ? Ça, je ne pourrais pas trop te dire, mais je sais que quand, 40 ans après, je propose à Barbara Steele d'écrire la préface du volume 2, immédiatement, elle nous répond oui, bien sûr. Donc ça a été une histoire qui a compté. Voilà. Bien sûr. Donc, au terme de son parcours midi-minuiste, il y a eu la femme fantasmée, Barbara Steele, mais il y a eu aussi la femme aimée puis épousée, Geneviève Collange, qui a fini par devenir Geneviève Caen, sa femme, qui, elle, a été l'auteur des plus belles lettres du Courrier des lecteurs. Donc, quelque part, midi-minuit, c'est une traversée du miroir et pour ses lecteurs et pour ses rédacteurs. C'est plus qu'une manière de proclamer un amour pour le fantastique, c'est une manière de vivre le fantastique. C'est l'équivalent, quelque part, de ce que sera l'invention de la critique rock'n'roll aux États-Unis ou même en France avec rock'n'folk. Si on prend Lester Bang aux États-Unis, c'est quelqu'un qui écrit magiquement sur les Rolling Stones, mais qui mène une vie aussi dissolue que Keith Richards. La Midi-Minuit, c'est l'équivalent de ça. C'est vraiment un pur produit des années 60. C'est une des revues qui invente les années 60. C'est la proclamation d'un jouir sans entrave cinéphile. 6 ans avant, le jouir sans entrave qui servira de slogan pour toute une génération. 68. En 68.